المساج لا تقعد على السيت هذه. Bien, alors, marhaba bikum. C'est à la fois un honneur et un plaisir que de présenter notre collègue et ami, membre de Beit al-Hikma, c'est Sadiq Jeddi, membre du département des sciences sociales de Beit al-Hikma, médecin, psychiatre et psychanalyste internationalement connu, ancien professeur titulaire de psychiatrie et de psychologie clinique à la faculté de médecine de Tunis, ancien chef de service à l'hôpital Razi de la Manouba, ancien président du bureau national de l'UTEM, l'Union tunisienne d'aide aux insuffisants mentaux, membre de plusieurs sociétés savantes dans le monde francophone et anglophone, membre fondateur de l'Association tunisienne de psychiatrie, auteur de nombreuses publications sous forme d'articles académiques dans des revues spécialisées dans les domaines de la psychologie et de la psychiatrie, et auteur de plusieurs livres dont je cite ici à titre indicatif et pas exhaustif. D'abord son livre sur le corps en psychiatrie, publié aux éditions Masson en 1981, un second livre sur psychose, famille et culture, édition L'Harmattan en 1985. Et également, il est l'auteur de nouveaux livres que je citerai tout à l'heure et d'un volume important qui est le dictionnaire, co-auteur avec d'autres psychiatres et psychologues du monde arabe, d'un dictionnaire médical arabe unifié, Al-Mu'jam Al-Tibbi Al-Muwahhad, publié en 1983 dans sa troisième édition. Et c'est un livre très important parce que nous avons pratiquement une liste exhaustive, comme c'est d'usage dans les dictionnaires, une liste exhaustive des concepts, des notions médicales dans les trois langues, l'arabe, le français et l'anglais. C'est un ouvrage de référence et également il peut être utilisé comme guide par tous les médecins et par tous ceux qui s'intéressent aux maladies, au corps humain de façon générale. Et d'ailleurs, ça serait, puisque j'ai vérifié sur Internet si le livre était disponible, il est pratiquement épuisé. Il est épuisé. D'ailleurs, je suggère, si vous êtes d'accord, d'en parler à Beit al-Hikma pour une édition tunisienne de ce livre qui est très important, qui s'appelle Al-Mu'jam Al-Tibbi Al-Muwahhad, the Unified Medical Dictionary. Il est dans les trois langues et il a été, c'est-à-dire pratiquement été le représentant de la Tunisie dans ce comité formé de psychiatres et de psychologues et de médecins. Mohamed, le micro. De médecins. Tu parles dans le micro. Ok. Toujours, tu fais attention. Absolument. Et donc ce dictionnaire est très important et ça serait à mon avis, une excellente idée qu'il soit réédité en Tunisie par Beit al-Hikma, qui est l'institution habilitée dans tout ce qui est traduction, de tout ce qui est transmission du savoir. Bien, alors, les deux livres que j'ai cités, les deux premiers livres publiés dans les années 80, sont des livres qui résultent d'un séminaire, un symposium, que Siddiq avait fondé en 1980 sous le nom d'Ibn Sina Colombe. Et alors, sous ce nom, c'est un séminaire qui se réunissait tous les 2 ans et qui procédait à des travaux de réflexion sur les problèmes contemporains. Et alors, sous ce nom, je disais, sous ce nom, nous voyons le programme épistémologique et le programme scientifique que poursuit Siddiq depuis maintenant pratiquement plus d'un demi-siècle, à savoir cette rencontre au niveau scientifique, au niveau cognitif, entre l'Orient et l'Occident, ce qu'on appelle l'Orient et l'Occident, donc entre les branches du savoir, avec une problématique commune qui est la suivante.
Je pense que cette problématique traverse plutôt tous ces travaux. C'est un questionnement du sens, ou même des sens, un questionnement des sens apporté par les discours sur le psychique et particulièrement apporté par les discours du psychotique lui-même en tant qu'analyseur social de choix des perturbations sous-jacentes au maniement des idéologies sociales contemporaines, avec un approfondissement multidisciplinaire de la réflexion sur les trois thèmes de la culture, de la transculturalité et de la transhistoricité. À travers cette problématique où nous retrouvons la culture dans ses rapports avec les maladies que l'on classe comme étant des maladies mentales, mais qui sont également liées au corps, sous ce questionnement-là, on peut regrouper l'ensemble des travaux de César. Donc c'est l'axe fondateur et c'est vraiment au centre de sa réflexion. Et ce qui est remarquable dans la trajectoire de César, qui a commencé assez tôt, dans les années 60, je pense, à la fin des années 60, début des années 70, à Lyon, n'est-ce pas? Et avant de s'installer en Tunisie, ce qui est remarquable, c'est qu'il réfléchit sur les enjeux scientifiques sans exclure les enjeux politiques contemporains. Et de ce point de vue, il est un acteur engagé dans le débat public. Il n'est pas un médecin ou bien un intellectuel isolé de la scène. D'ailleurs... La sono, s'il vous plaît, la sono est mauvaise. La sono est mauvaise. Est-ce que vous m'entendez maintenant? C'est un peu mieux, mais je ne sais pas ce qui se passe. سامحني سي مصطفى، انت حال معناها داخل مرتين على ذاك الصوت يتعاود لك. كيفاش؟ انت حال المرتين. Oui, mais ça n'a aucune importance, ça. لا ذاك يعمل مشكل، يعمل لك عندك غادي مشكله في الصوت. مدام شابوتو تسمع فينا نورمالمون؟ J'arrive pas à fermer. J'arrive pas à fermer l'autre. سي مصطفى كان انت تسكر، جرب حتى سكر الجوجل جمله وعاود ادخل. ترجع لك الصوت عادي، انت جوست خاطر داخل مرتين. مدام منيره تسمع فينا بالباهي؟ Vas-y, c'est pas grave. C'est bon? On continue? Bien, alors, je disais que c'est-à-dire intervenait et intervient encore à la fois en tant qu'analyste, en tant que médecin, psychiatre et psychanalyste, mais également en tant qu'acteur de la scène publique. Et parmi les derniers ouvrages, je vais citer deux ouvrages que c'est-à-dire a eu l'amabilité de me communiquer. Deux ouvrages collectifs. L'un s'intitule Errance, où nous retrouvons l'ensemble des problématiques, l'ensemble des questionnements qu'il traite sous la problématique du rapport entre le corps, la culture et les maladies mentales, d'où ce titre Errance, et un second publié en 2013 chez Mohamed Ali Elham, la maison d'édition que vous connaissez, Asfax, et un autre ouvrage publié par la Bibliothèque nationale sous le titre Savoir, pouvoir et processus démocratique avec Si Kamel Gaha et Si Soufiane Zribi. Deux ouvrages actuels où on le voit intervenir sur les sujets d'actualité, entre autres sur la révolution tunisienne. Alors, je ne voudrais pas être très lent, mais juste apporter deux autres éléments qui sont importants, qui nous aident à mieux comprendre la trajectoire et la pensée de César. Le premier, c'est que César ne s'est pas limité seulement au savoir académique, mais il a élargi le champ aux images, à l'imaginaire, aux symboles, par une intervention dans le champ cinématographique. Et il a produit deux films documentaires. Le premier, c'est en 1980, Le Beb, n'est-ce pas, où il parle du rapport entre thérapie et institution.
et un second film sur l'oud. Vous connaissez l'oud, le célèbre bateau où l'on exerçait le métier de commerce par cabotage et qui était à l'époque menacé de disparition. Et à travers l'oud, la figure du l'oud, il a réfléchi sur le rapport que nous avons à la mémoire, à l'histoire et à la mémoire. Bien, alors, dans le deuxième élément qui est la conférence d'aujourd'hui, je vais lui céder la parole, mais dire juste un mot sur Identité et mimésis. C'est le titre de sa conférence, et où il traite des rapports entre l'économie, et il l'a appelé de l'économique au psychique et au mental, où il traite selon une vision multidisciplinaire, à la fois de l'économique, mais aussi du psychique et du mental, et il va nous dire quelles sont les différences, où il montre, à partir de cette notion aristotélicienne de mimésis, comment s'installe le processus d'imitation ou bien d'identification à partir d'Ibn Khaldoun jusqu'à Freud. C'est le premier volet de son intervention. Et dans un second volet, il va montrer comment ce rapport de domination agit au niveau de l'économie. Bien, alors je vais immédiatement lui céder la parole en le remerciant d'avoir accepté de donner cette conférence. Merci, Monsieur le Président. Alors, Madame la Présidente du département, Mesdames et Messieurs les académiciens, chers collègues, chers amis, c'est vrai que beaucoup de gens se sont posé la question que vient faire le psychique et le mental avec l'économique. Je m'en vais essayer de répondre à ce questionnement. Il y avait un autre questionnement aussi qui m'a été posé, c'est la traduction du mot mimésis, la mimésis aristotélicienne et la mimésis khaldounienne. Est-ce qu'on peut parler d'Iqtida pour la mimésis et est-ce qu'on peut parler de muhakat ou bien on peut parler de l'Iqtida, c'est dans le sens non seulement d'une imitation, mais dans le sens aussi d'une appropriation. D'ailleurs, Ibn Khaldoun, voilà ce qu'il écrit, parce que je suis revenu hier soir seulement, j'ai repris, je me suis dit, je vais quand même réviser mes sources, et j'ai repris le Muhit de Fayrouz Abadi, deux dictionnaires arabes classiques, et Chesmo, Gafsi, et les salles arabes. Et voilà ce qu'il dit, et voilà. Alors, فإن المغلوب أو يقول ابن خلدون فإن المغلوب مولع أبدا بالاقتداء وفي بالاقتداء بالغالب في شعاره وزيه ونحلته وسائر أحواله وعوائده، والسبب في ذلك أن النفس أبدا تعتقد الكمال في من غلبها وانقادت إليه، وإذا انقادت إليه حصل اعتقادا فانتحلت. معناها بالعربية هو الانتحال، هو الشيء انتحل الشيء هو ادعاه لنفسه وهو لغيره. Donc la mimésis, ce n'est pas, c'est la mimésis du dominé envers le dominant, du vaincu envers le vainqueur, implique un travail subjectif, un travail intérieur. Ce n'est pas une simple imitation instrumentale. C'est un travail intérieur qui conduit à ce qu'il y ait une appropriation. L'intihal implique l'appropriation de la chose, et non pas seulement l'imitation mécanique. Je ne sais pas si vous êtes... Voilà, on peut en rediscuter, mais... et il dit à la fin... وذلك هو الاقتداء. Quand il parle de intihal, de shabah, il aborde un certain nombre de concepts en arabe comme ça, et puis il conclut en disant وهذا هو الاقتداء, après avoir introduit la notion de l'i'tiqad, après avoir introduit la notion de shabah, après avoir introduit la notion de l'intihal. Donc c'est un peu pour ça que je vous dis, vous me donnerez peut-être raison, ou sinon on reprendra la discussion pour ça. Comment un vainqueur peut établir un pouvoir durable? Alors, oui, mis à part Ibn Khaldoun, donc, et Freud, et Ibn Khaldoun va jusqu'à ouvrir le concept de l'Iqtida
en parlant de l'identification du vaincu au vainqueur, mais aussi de l'enfant à ses parents, de l'élève à son maître, du sujet à son roi. Et c'est à travers cette mimésis du dominé à son dominant que le pouvoir victorieux peut instituer et asseoir un nouveau projet civilisationnel. Il dit, Ibn Khaldoun, on le voit dans ce qu'il dit, on le voit dans les interlignes, il dit qu'il démontre qu'un pouvoir, un projet civilisationnel ne peut être fondé que si le vainqueur s'apprête à la mimésis. S'il s'apprête à la mimésis et s'il s'apprête activement à la mimésis du vaincu, c'est à ce moment-là qu'il peut élargir l'assise de son pouvoir, et c'est à ce moment-là qu'il peut instituer un nouveau projet civilisationnel. Sinon, il est vainqueur, et puis il part, il est conquérant, il ne conquiert rien du tout, il ne peut rien apporter de nouveau sur le plan civilisationnel. S'il veut apporter quelque chose, s'il a un projet civilisationnel, il ne peut le faire qu'en faisant adhérer les vaincus à son projet civilisationnel et au système de valeurs qu'il représente lui. Je souligne aussi que Montesquieu, ce n'est pas dans toutes les éditions de l'Esprit des lois de Montesquieu, mais en tout cas, il y a une édition de l'Esprit des lois de Montesquieu où Montesquieu aborde cette question de comment un vainqueur peut établir un pouvoir durable sur des régions conquises. Il aborde comme exemple celui des Tatars quand ils ont installé un pouvoir durable en la Chine. Il dit en la Chine, il ne dit pas en Chine, il dit en la Chine. Et là, il développe un petit peu ses idées, il reprend un peu quelque part ses idées de Ibn Khaldoun pour dire voilà comment les Tatars ont favorisé, non seulement en tant que vainqueurs, ils se sont prêtés à la mimésis, mais ils ont même favorisé cette mimésis de façon à ce que leur pouvoir soit durable et leur projet civilisationnel en Chine soit durable. Et Freud d'ajouter encore, si de telles relations, paradoxalement satisfaisantes, n'existaient pas, il resterait incompréhensible que tant de cultures, en dépit d'une hostilité justifiée des grandes masses humaines, se soient maintenues aussi longtemps. S'il n'y avait pas cette mimésis du vaincu envers son vainqueur, on ne pourrait pas accepter, c'est pas possible, on ne pourrait pas comprendre comment tant de cultures dominées puissent durer et faire durer le processus de domination que le dominateur exerce sur elles. D'ailleurs, j'essaie d'être plus court quand même que tout ce que j'écris. Alors, dans un premier temps, je vais parler de la dynamique de la mimésis d'Ibn Khaldoun à Sigmund Freud. Dès lors où il y a crise et un ébranlement chez le dominateur, oui, parce que pour Ibn Khaldoun, la mimésis marche très bien pendant 3-4 générations. À partir de la 5e génération, 4e, 5e génération, que les choses changent. Parce que le projet civilisationnel, parce que le pouvoir bien assis, l'apogée civilisationnelle bien assise, bien structurée, à partir de la 4e génération, les familles au pouvoir se font beaucoup plus spleen dans leur façon de vivre et tout, et les familles gouvernantes commencent à percevoir le fait qu'elles soient mimétisées par leurs dominés, par les gens qui sont dominés par elles, comme une réalité normale. Ils commencent à oublier leurs devoirs envers ces populations dominées. Ils commencent à être arrogants, à se comporter de façon arrogante et à être moins sensibles, à vivre dans le luxe, un luxe tapageur, et à être moins sensibles à leurs devoirs envers la population dominée. Il dit que c'est à ce moment-là que commence à fléchir, que commence la courbe descendante. C'est à ce moment-là que commence la courbe descendante pour une période historique. À souligner que Ibn Khaldoun a une conception du temps historique qui n'est ni linéaire à la Hegel, ni circulaire. Elle est périodique, atoire, et dans chaque période historique elle-même, il y a atoire, il y a des étapes aussi qui sont un peu périodiques. Je crois que c'est très important cette notion, parce que pour aujourd'hui, par rapport au changement qu'on est en train de vivre, et à la question qu'on se pose avec Gramsci, par exemple,
il y a une période qui est en train de, il y a un temps historique qui est en train de se terminer, qui s'est terminé. Qu'est-ce qui va advenir après? Gramsci pose cette question, il dit, il y a un temps qui est fini, un temps historique qui est fini. Qu'est-ce qui va advenir après? Alors, Gramsci était optimiste, il disait, il y a un temps qui est disparu, mais il y a un temps qui est en train d'advenir. Là, moi je pose la question d'une façon plus crue, parce que s'agit-il d'une période historique qui se termine avec l'émergence d'une nouvelle période historique après beaucoup de difficultés, ou bien s'agit-il d'une fin de période historique qui peut se reconstruire et se restructurer? Alors, dans un cas, je reprendrai la question du psychanalyste Ernest Jones, qui a écrit en 1940-41 une conférence qu'il avait faite dans 3 endroits différents, qui a été écrite dans le journal psychanalytique breton, anglais, et qui était sous le titre « How can civilization be saved ?» avec la guerre mondiale. How can civilization be... Alors, how can civilization be saved? C'est une question très actuelle aujourd'hui. Je vais démontrer avec que c'est une question très actuelle, mais on ne sait pas si c'est une question qui signifie qu'il va y avoir une reprise dans la même période historique, ou si on n'est pas en train d'entrer dans une nouvelle période historique, à l'origine d'une nouvelle période historique. Donc, alors nous sommes maintenant, au moins nous sommes d'accord que ce n'est plus, nous vivons une période où la mimésis du dominé n'est plus acceptée par le dominateur. Elle n'est plus acceptée, il y a même un mépris arrogant du dominateur vis-à-vis de celui qui les idéalise tout en étant dans une classe dominée. Nous sommes... alors, et c'est à Freud de poser la question de l'avenir d'une religion. Oui, alors, avant d'arriver à Freud, donc, une telle position de soumission si respectueuse et si idéalisante pour un tel dominateur, qui est devenu si méprisant, est désigné par chez Nietzsche par l'esprit chameau. Il y a une allégorie formidable chez Nietzsche, c'est les 3 métamorphoses d'esprit, l'esprit chameau, l'esprit lion et l'esprit enfant. On y reviendra, je terminerai par le passage à l'esprit lion. Dans son allégorie des 3 métamorphoses d'esprit, pour cet auteur, un tel esprit chameau fonctionne comme suit. Ô maître, quelle est la tâche la plus lourde? Ô héros de mon esprit devenu bête de somme, que j'assume enfin de jouir de ma force. Il serait-ce encore d'aimer ceux qui nous méprisent, même s'il s'agissait d'aimer ceux qui nous méprisent, je suis prêt à prendre quels sont les bêtes, quels sont les lots de charge, je suis prêt à vous démontrer ma force et à les porter. L'on comprend que la notion de père médiocrement loti, freudienne, comme la notion de père humilié, semble aujourd'hui de plus en plus amplifiée, surtout que ce père ne savait pas ou ne pouvait pas être là pour répondre, selon l'expression de Freud, aux besoins si forts de protection paternelle, que le père soit, à savoir que le père soit là pour satisfaire un tel besoin lors de la traversée du social. Parce que lors de la traversée de la première étape de maturation, il y a la maman qui est là, qui peut protéger. Mais lorsque il s'agit pour moi de sortir dans la rue, d'aller à l'école et d'être là, je suis le porteur du nom du père. Si le nom du père est stigmatisé et stigmatisant, forcément, ça va retentir sur l'enfant, C'est pour ça que Freud, j'associe Nietzsche et Freud, c'est pour ça que Freud dit « Je n'ai jamais pensé, je n'ai jamais pu penser, je n'ai jamais pu imaginer qu'en tant qu'enfant, j'aurais eu tant besoin, d'un besoin si profond que mon père soit là, et bien là, et ce besoin de protection paternelle lors de la traversée du social. » Je crois que c'est une dimension très importante qui introduit déjà en quoi l'économique va s'incruster et va influencer surtout au niveau de ce rapport intergénérationnel entre un père qui est esprit chameau et un fils qui ne peut pas accepter d'être esprit chameau et qui vit le traumatisme d'avoir un père humilié et qui accepte que ce papa et qui accepte qu'il soit humilié. Aussi, tout à la fois donc, alors dans ce monde qui évolue aujourd'hui, nous effleurons déjà l'impact de l'économique lorsque les inégalités sociales en arrivent à un tel niveau que cela entraîne une érosion qu'il y a une érosion surtout de la classe moyenne, mais aussi érosion
bon, d'une part, les riches qui deviennent de plus en plus riches, les pauvres qui deviennent de plus en plus pauvres et de plus en plus nombreux, les riches qui deviennent de plus en plus riches, qui sont de plus en plus minoritaires. Tous les économistes s'accordent là-dessus, l'évolution actuelle de la richesse. Et les pauvres qui deviennent de plus en plus pauvres, qui sont de plus en plus nombreux, c'est des multitudes. Et puis il y a une classe moyenne, tout le monde s'accorde, et je vais vous citer quelques économistes qui en parlent, qui parlent de psychiatrie, donc, parce qu'ils parlent de la peur et de l'angoisse chez les gens de la classe moyenne, cette peur panique de se retrouver dans le carré, du jour au lendemain, la peur panique de se retrouver dans le carré des démunis, dans le carré des multitudes de démunis. La peur panique pour chacun de la classe moyenne de se retrouver dans cette multitude de démunis. Et donc nous sommes une telle peur panique dont parle Stiglitz, Joseph Stiglitz, comme économiste, une telle peur panique chez une telle classe moyenne, d'ailleurs, elle a déjà commencé, puisqu'elle s'est déjà développée, d'autant plus qu'on parle aux USA aujourd'hui, de cette pauvreté odieuse des Blancs américains. The poor white trash, pour désigner cette pauvreté odieuse des Blancs américains. Autrement dit, même si je suis WASP, white anglo-saxonne protestante, mais de la classe moyenne des WASP, je peux à tout moment me trouver dans cette classe précarisée, dans ce carré précarisé des classes moyennes, d'où je peux me retrouver totalement exclu de la croissance malgré mon appartenance ethnique. Comme le soulignaient nombreux auteurs, et comme le souligne particulièrement Joseph Stiglitz dans son livre, son livre de 2010, il a été prix Nobel 2010 parce que c'est lui qui avait prévu la fameuse crise 2007-2008. Parmi les économistes, c'est lui qui avait prévu cette crise. Le risque qu'il a peur pour un grand nombre d'Américains de la classe moyenne de se retrouver dans un tel carré des multitudes demeure surtout depuis la crise financière 2007-2008. Cette crise qu'Obama lui-même, en tant que président de la République, en tant que président de l'exécutif usagien, en fin de deuxième mandat, le 25 avril 2016, il dit la chose suivante, pour appuyer d'ailleurs le discours de Stiglitz et de tous les économistes. Dans tous nos pays, il disait dans une réunion internationale, c'est son dernier discours officiel, dans tous nos pays, y compris aux États-Unis, beaucoup de travailleurs et de familles continuent à lutter pour se remettre de la pire crise économique survenue depuis plusieurs générations. Il parle aussi de traumatisme, le traumatisme de ces millions de personnes qui ont perdu leur espoir, leur maison et leurs économies se fait toujours sentir. Les inégalités se sont aggravées. D'où, d'une part, l'illusion d'échapper à un tel risque de précarisation en adhérant au populisme, et ce, pour participer à renforcer le refus de plus en plus méprisant de la mimésis de ces dominés. C'est-à-dire ce facteur de la classe moyenne qui a une peur panique fait que cette classe moyenne va participer à l'émergence, à la réceptivité du populisme, de toutes les théories populistes, et on va assister à ce qu'a décrit récemment Michael Fossel, qui est un philosophe qui enseigne à l'École polytechnique à Paris, qui a écrit un livre qui s'appelle Récidive, qui est édité chez PUF en 2019. Il s'appelle Récidive 2018. Ce philosophe, il a essayé de faire une étude de toute la presse française de l'époque et de toutes les revues françaises de l'époque, de 1938 à la guerre à 1945. Et en revoyant aussi les masses médias françaises d'aujourd'hui. Il a remarqué la chose suivante, il a dit, nous sommes en plein 1938 aujourd'hui, pour la France, lui il parle de la France, il démontre que nous sommes comme s'il y avait une récidive en 1938, aujourd'hui de ce qui s'était passé en 1938. C'est-à-dire, dit-il, un centre qui se droitise, une droite qui s'extrême droitise et une extrême droite qui se fascise. Et là, je vous dis, c'est cette classe moyenne qui, dans sa peur panique de se retrouver dans le carré des multitudes, qui va être le vecteur des populismes et le vecteur d'un vote de plus en plus à l'extrême droite dans ces pays démocratiques.
Alors, je ne sais pas si cette idée, ça va. Alors, donc, je vais revenir. Donc, on va faire... Oui, donc nous sommes dans une situation où le geste là, de George Floyd, là, dernièrement aux États-Unis, qui demandait une seule chose, c'est de respirer. Il demandait « aidez-moi à respirer, laissez-moi respirer ». Eh bien, la classe moyenne parmi les policiers, la classe moyenne parmi les gens d'extrême droite qui manifestaient, ne lui ont pas laissé la force ni le droit de respirer, et il en est mort. Et pour vous dire comment on est à la fois dans la proximité entre cette frange de la classe moyenne qui est prête à être précarisée, et comment les cultures précarisées sont dans la proximité la plus extrême, et pourtant, celui qui est dans la limite la plus proche de ce qui est censé être développé, de ce qui est censé être culture dominante, c'est lui qui va être le frein le plus important contre une certaine reconnaissance d'une situation difficile qu'on vit ensemble. C'est lui qui va être l'agent actif pour empêcher une réflexion multiculturelle, transdisciplinaire et transculturelle sur la situation que l'on vit. Et que, comme dit Merleau-Ponty, nous vivons quand même dans le même monde. Qu'on soit du nord ou du sud, qu'on soit d'extrême nord ou d'extrême sud, qu'on soit d'extrême gauche ou d'extrême droite, nous vivons quand même dans le même monde. Alors, je passe au paragraphe suivant, au troisième paragraphe, le retour à l'histoire. 1980-1990 dans les pays du Nord, avec comme point de départ les USA et la Grande-Bretagne, et leur engagement dans les années 80-90, en plein dans le néolibéralisme économique et financier, ceci jusqu'à 2007-2008. Donc 1980-1990, les USA et la Grande-Bretagne, ensemble, parmi les pays dits du Nord, s'engagent en plein dans le néolibéralisme mondialisé, avec le libre marché en tant que marché divin et la finance avec l'argent comme avec l'argent roi. L'on savait que cela devait contribuer à enrichir de plus en plus les riches, et à renforcer aussi le pouvoir des multinationales. Mais les théoriciens de l'époque, dans cet engagement, prévoyaient, du moins pour les pays du Nord, pas pour nos pays à nous, mais du moins pour les pays du Nord, l'émergence d'un processus d'autorégulation d'un tel système, c'est-à-dire qu'un tel système va se réguler, le marché va pouvoir se régulariser, il ne va pas échapper au système de régulation. Et en même temps, ils prévoyaient aussi, ces théoriciens prévoyaient aussi qu'à travers un enrichissement des plus riches, il allait y avoir un ruissellement de la richesse pour l'ensemble de la population dans les pays du Nord. Un tel ruissellement de la richesse, si attendu, était tragiquement absent au rendez-vous. Et à la place d'un tel ruissellement de la richesse, on a eu de plus en plus, au contraire, une érosion de plus en plus marquée pour la classe moyenne. Ce phénomène allait soudainement s'amplifier avec la crise économique et financière mondiale de 2007-2008 et Saskia Sassen. Il y a 3 auteurs dont les livres me semblent incontournables. Saskia Sassen, qui est une sociologue et économiste, et qui enseigne, je crois, encore à l'Université Columbia, et Saskia, Thomas Piketty, avec ses 2 livres récents, l'un en 2013, l'autre en 2019, et bien sûr celui que je viens de citer tout à l'heure, Stiglitz. Alors, Saskia Sassen, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, nous avons aujourd'hui, les 3 ont étudié ce qui s'est passé de 1980, c'est-à-dire sur 3 décennies, ce qui s'est passé en Amérique et partout dans le monde, de 1980, et aussi dans nos régions dites globalisées, de 1980 à 1990, de 1990 à 2000 et de 2000 à 2010. Leurs études aux 3 traversent toute cette période historique. Alors elle dit, Saskia Sassen, nous savons aujourd'hui que les profits dégagés par les plus riches ne perfusent nullement l'ensemble de la société. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu le ruissellement attendu. Récemment encore, Piketty, dans son livre de 2019, il écrit « La hausse des inégalités ».
est avec le réchauffement climatique l'un des principaux défis auxquels la planète est confrontée en ce début du XXe siècle. La remontée observée de ces inégalités dans les années 80 à 90 contribue à une mise en cause totale de la notion même de progrès. Sasken, comme Thomas Piketty, ont eu à puiser l'évolution d'un tel capitalisme néolibéral sur une trentaine d'années, je l'ai dit tout à l'heure, et la crise économique et financière de 2007-2008 plutôt, va générer un tel bouleversement économique, un tel bouleversement social et universel que l'économiste Joseph Stiglitz aborde déjà en 2010 cette question de l'influence de l'économique sur le financier et du financier sur le psychique. Il écrit « Les Américains étaient confrontés à des dettes si écrasantes et en proie à des angoisses à propos de leurs emplois et de l'avenir. » Il écrit encore dans le même ouvrage « Si l'inlassable quête de profit, des profits, et si l'exaltation de l'intérêt personnel n'ont pas cessé la prospérité espérée, n'ont pas créé la prospérité espérée, voilà. Alors, je m'excuse. Si l'inlassable quête de profit et si l'exaltation de l'intérêt personnel n'ont pas créé la prospérité espérée, elles ont contribué au contraire à créer la défaite morale, le déficit moral et la défaite morale. Il y a beaucoup plus difficile à pardonner la dépravation morale. L'exploitation des Américains pauvres et même de classe moyenne, l'exploitation sans merci des Américains pauvres et même de la classe moyenne. Vous voyez ce que ça dit qu'on est dans une période où les valeurs morales sont complètement bafouées. C'est ce que dit un économiste, Joseph Stiglitz. Or, n'est-ce pas Ibn Khaldoun qui disait que Al-Adl هو أساس العمران والخراب هو أساس والظلم هو أساس الخراب. N'est-ce pas encore Nietzsche qui, dans la philosophie de la morale, qui écrit, qui souligne encore, aucun peuple ne pourrait vivre sans avoir des valeurs morales. Aucun peuple ne peut vivre et survivre s'il a détruit ses valeurs morales. Et comme le souligne encore un autre philosophe allemand, Sloterdijk Peter, qui était un 68ard à Paris dans les années 68, mais qui est devenu, on m'a dit récemment qu'il était plutôt centre-gauche et qu'il est devenu plutôt centre-droit dans ces 2 dernières années. Alors, le philosophe allemand Sloterdijk Peter de décrire un tel monde où l'on vit aujourd'hui. Il écrit « Kant avait enseigné que la question par laquelle l'être humain s'assure de sa situation dans le monde devrait être « Que pouvons-nous espérer ?» Mais d'après les fondations du XXe siècle, nous savons que la question se pose autrement. Où sommes-nous lorsque nous sommes dans le monstrueux? Voilà la question qui a remplacé la question de Kant, la question de Sloterdijk qui a remplacé la question de Kant. Néanmoins, un tel monstrueux, pour en sortir, ne nécessiterait-il pas de retrouver une éclaircie et qui nous permettrait de mieux comprendre les facteurs participant à ce monstrueux, en vue de mieux le déconstruire et de retrouver en le passé un nouvel angle d'éclairage de cet avenir et de ce devenir. Il revenait au prix Nobel économiste Auguste Deaton, prix Nobel de 2015, pour ses études en microéconomie en Inde et en Amérique, et aux USA. Auguste Deaton, qui, avec Anne Keyes, allait proposer une méthodologie et mettre à jour une méthodologie pour dévoiler un rapport direct entre l'économique, le psychique et le mental. Ces auteurs ont étudié l'évolution de la mortalité et de la morbidité psychiatrique chez 3 groupes d'Américains, hommes et femmes, ceci sur une période s'étalant des années 78 à 2013. Ces 3 groupes portent sur la tranche d'âge moyenne de 45 à 54 ans. Un groupe issu de la population nord-américaine blanche, un groupe issu de la population latino-américaine et enfin un groupe issu d'une population afro-américaine.
De 1978 à 1998, la courbe de mortalité était en baisse en moyenne de 2% par an, conformément à ce qui se passe dans tous les pays industriels et développés, comme en Angleterre, en Norvège, partout dans les pays de l'Europe du Nord. Ça se passait comme ça. C'est-à-dire la mortalité était en train de baisser de 2% par an. Mais à partir de 1999, il y a eu un tournant. À partir de 1999, il y a eu un tournant. Et surtout à partir de 1999 à 2013. Cette courbe de mortalité allait dans ces trois groupes s'inverser nettement pour devenir ascendante. De même, il y a parallèlement un accroissement de la morbidité psychiatrique. Et pour expliquer un tel changement à partir de 1999, Angus Deaton et Anne Case mettent cela en relation avec le stress et l'incertitude économique qui frappent ces populations, y compris la population blanche non hispanique. Il nous offre ainsi un nouvel angle d'éclairage quant à l'étendue et à la profondeur de l'impact psychique et mental qui a commencé à partir de 1999, c'est-à-dire à l'orée de la crise économique de 2007-2008. Ces deux auteurs introduisent l'hypothèse d'une épidémie du désespoir. Ça rappelle en écho un petit peu l'expression d'Hannah Arendt, qui était plus romancée, qui parlait d'un monde de désolation. Lui, il dit une épidémie de désespoir, et souligne encore, we are seeing is just one terrible consequence, je m'excuse, je prononce mal l'anglais, of slow growth and growing inequality. C'est-à-dire qu'ils disent, nous avons remarqué qu'il y avait une relation de cause à effet entre la faible croissance, la faible croissance pour ces gens de classe moyenne, et alors que, inversement, il y a un accroissement des inégalités sociales. C'est la première fois depuis des décennies que la prospérité économique ne sera plus au rendez-vous, ne sera plus au rendez-vous, ni à la hauteur de celle que chacun des représentants de ces générations avait eu lui-même à vivre avec ses propres parents. C'est-à-dire cette génération de 45-54 ans avait eu à vivre une période de croissance économique telle qu'ils ont pu recevoir de leurs parents un plus du point de vue confort, un plus du point de vue manière de vivre, un plus du point de vue devenir. Alors que eux, pour leurs enfants, ils ne peuvent pas faire rendre la pareille chose à leurs enfants. Donc il y a ça. Alors, les voici donc soumis au stress et à l'incertitude, parce qu'ils sont persuadés, la seule certitude qu'ils ont, c'est qu'ils ne peuvent pas apporter à leurs enfants ce que leurs propres parents ont apporté pour eux, ont donné pour eux. Ils ne peuvent pas donner à leurs propres enfants ce que leurs propres parents ont donné et apporté pour eux. Les voici soumis au stress et à l'incertitude, avec néanmoins pour seule certitude celles qui ne peuvent à leur tour rêver de transmettre pour leurs propres enfants un devenir désirable. Ceci est la différence qu'avaient fait pour eux leurs propres parents. Là, on comprend qu'il s'agit d'une tourmente. Alors, je vous lis l'expression de Russell Banks, qui est un écrivain, un romancier américain. Il est un romancier américain plutôt de gauche. Et il participait à un festival, le 6e festival du journal Le Monde, à Paris, qui était réuni avec pour thème de symposium le concept Imagine. Et donc, au cours de sa conférence, et après sa conférence, on lui a posé la question, et il y a un journaliste qui l'a interviewé. Voilà comment il répond l'intervieweur au journal du Monde. À 79 ans, je n'ai jamais eu une vision aussi noire de mon pays. Le politique, la religion et les intérêts économiques sont tellement imbriqués que je ne suis pas sûr que nos institutions démocratiques puissent tenir. Curieusement, il se retrouvait avec le même diagnostic, le même pronostic que Francis Fukuyama. Francis Fukuyama, qui était le théoricien du soft power et qui avait écrit un livre qui s'appelle Le dernier homme, The Last Man, et où il prévoyait dans les années 80, dans ces années 80 de plein le néolibéralisme triomphant, il prévoyait que le modèle américain était le top modèle, et tout le monde doit aspirer, s'il veut vraiment s'épanouir, il doit aspirer à vivre selon le modèle américain, selon l'homme américain. Et
avec la crise 2007-2008, lui-même, il a dû revoir sa copie. Et en 2012, il écrit un deuxième livre, non plus la fin de l'histoire, parce que le premier s'appelait La fin de l'histoire, mais cette fois, il s'appelle Le début de l'histoire. Et il écrit quoi? Il dit « Les échecs des démocraties modernes sont de toutes sortes, mais le risque est grand de voir les gouvernements américains de voir le gouvernement américain avec des expédients qui ne feront que retarder la crise ultime, il dit qu'il faut s'attendre à une crise ultime. Les institutions, si les institutions américaines n'arrivent pas à s'adapter, ce qu'on dit de l'Amérique, ça peut se dire tout le monde, puisque nous sommes dans la mimésis. Si les institutions n'arrivent pas à s'adapter, la société va devoir faire face à une crise ou s'effondrer et être contrainte d'adopter de nouvelles institutions. C'est aussi vrai pour le régime libéral, notre régime libéral, que pour un régime totalitaire. Donc vous voyez comment Russell Banks et Francis Fukuyama sont d'accord. Alors, donc, ça c'est du côté des pays du Nord et de ce qui est prévu pour les pays du Nord avec lesquels nous sommes encore dans la mimésis, même s'ils nous répandent en tant que dans le cadre d'un seigneur vis-à-vis de l'esprit chameau. Mais de toutes les façons, nous restons encore dans la mimésis. Alors, 1980, voyons ce qui s'est passé de 1980 à 90 dans les pays dits du Sud global. On nous appelait le Sud global. Saskia Sassen a étudié les différents programmes mis en place par le Fonds monétaire international et par la Banque mondiale pour les pays du Sud global de 1980 à 90. Elle a en fait suivi ces différents programmes et leur évolution sur 30 ans, soit de 1980 à 2010. Ces programmes, souligne-t-elle, ont été renforcés dans les années 90 et les années 2000 par l'Organisation mondiale du commerce en vue de lever les obstacles douaniers au nom du libre-échange. Et ceci pour favoriser, dit-elle, elle dit aussi, d'après Saskia Sassen, cela venait en même temps, dans la même période, on a invité les gouvernements des pays du Sud global, en tant qu'État, à céder à la tentation du surendettement. Et ceci, ajoute-t-elle, afin de favoriser une adhésion à ce qui serait planifié et mis en place dans le Sud global. Nous allons finir par être un peu parano en disant on nous a tout programmé. En vue de préparer, dit-elle, le terrain pour rendre possible l'acquisition à grande échelle de ces terres par le capital étranger. Toutes ces mesures ont eu pour effet de modifier, je cite là, le cadre de la souveraineté nationale de manière à faciliter l'insertion du territoire national dans les circuits nouveaux où émergent les entreprises globales. Une fois ces modifications opérées, le territoire national devient de la terre à vendre sur le marché global. Vous voyez, c'est dans son livre « Expulsion ». Il a été traduit en français. Il a été publié, ce livre, en 2014 en anglais, mais il a été traduit en français et il est publié chez Gallimard en 2017. Il s'appelle « Expulsion, brutalité et complexité dans l'économie globale ». Dans un tel contexte, l'évolution économique programmée consiste donc à aggraver plutôt qu'à corriger la marginalisation du petit paysanat et de l'ensemble du monde agricole en Tunisie comme ailleurs. Ainsi, l'on peut ne pas s'étonner de voir ces mêmes paysans et surtout leurs enfants participer à leur auto-expulsion de leurs terres, de leur savoir et de leur savoir-faire agricole traditionnel. Alors, faudrait-il s'attendre à cela ou faudrait-il commencer à penser, avec Aziz Krishen, qui a pensé quelque chose de très intéressant, de très bien. Malheureusement, il n'a rien fait de ça quand il était au pouvoir, en plein pouvoir. Il était l'un des premiers conseillers de Marzouk, au moment où le président de la République pouvait décider des choses. Qu'est-ce qu'il écrit, Aziz Krishen? Il dit, ça va dans le sens de ce qui se prépare sur la vente des terres agricoles dans le marché global. Ça a commencé déjà au Soudan, ça a commencé en Afrique noire. Les mécanismes mis en place en 1956, voilà ce que dit Aziz Krishen dans son livre qui est édité chez Script par mon ami Blili. Les mécanismes mis en place en 1956 en tant que cadre de développement et qui ont été maintenus et amplifiés à ce jour. Donc ils ont été amplifiés jusqu'après qu'il soit sorti, lui,
de la présidence de la République avait engendré l'appauvrissement et la marginalisation du monde rural et des régions de l'intérieur. Ce mécanisme porte un nom. C'est la politique des prix agricoles qui ont notamment été faits sur les céréales au fondement de l'alimentation populaire. Ces prix sont fixés d'autorité par l'État à des niveaux largement inférieurs aux cours mondiaux et interdisaient donc tout gain réel aux agriculteurs, tout rendement réel de leur travail, pour leur travail aux agriculteurs. C'est cette politique aujourd'hui encore en vigueur qui est à l'origine de l'effondrement structurel de l'activité agricole et du déclassement continu de la paysannerie. En tout cas, ce travail, même si quand il était au pouvoir, il ne l'a pas fait, nous donne une idée sur le fait que si on veut vraiment préparer la phase qui est là, qui attend d'être là, mais qui n'est pas là, c'est est-ce qu'on va continuer à laisser les flux de jeunes qui partent en Europe au risque de leur vie de plus en plus, parce que leurs parents leur ont dit que l'agriculture, ça ne vaut rien. Est-ce qu'il faut industrialiser? Est-ce qu'il faut faire des équipes de jardinage à Tataouine et à Gafsa? Est-ce qu'il faut faire du jardinage ou est-ce qu'il faut, au contraire, commencer à subventionner l'agriculture, commencer à sensibiliser les gens à faire de l'agriculture, commencer à faire un travail de culture pour que les gens reprennent l'agriculture, d'autant plus que nous vivons dans un monde aujourd'hui où l'exportation et l'importation de produits alimentaires va devenir un embargo, va devenir un facteur d'embargo et un facteur de guerre économique. Pas de guerre économique, de guerre tout court, puisqu'il y a eu un embargo sur l'Irak pour les denrées alimentaires. Il y a aujourd'hui un certain embargo sur la Syrie pour les denrées alimentaires. Mais ce problème a été posé. Alors, je passe à un autre paragraphe pour montrer quel est le rapport avec la psychiatrie. Dans les années 80, dans un pavillon d'hospitalisation pour hommes à l'hôpital Razi de Manouba, il y avait le soir, à la télévision, un feuilleton américain qui s'appelle Dallas. Et ce feuilleton américain, pendant des mois et des mois, il est passé à la télévision à la même heure, à la télévision tunisienne, et les malades le voyaient le soir. Et c'est un service de malades où les malades, même s'ils sont à plus de 50% des malades psychotiques, ils participent, on fait ce qu'on appelle la psychothérapie institutionnelle, c'est-à-dire on fait parler, au cours de réunions de pavillon, les malades participent à l'organisation du service, à la façon avec laquelle ils veulent occuper leur journée et à l'organisation même du service, même sur une semaine. Et à travers cette participation à l'organisation du service, ils deviennent un groupe sujet de leur propre thérapie. Mais bien sûr, on ne va pas leur dire vous allez parler que seulement de l'organisation du programme de travail ou d'activité dans le service. Ils peuvent parler de ce qu'ils veulent, mais en même temps, ils établissent, ils organisent, ils participent à l'organisation du service et à travers cette organisation du service, il y a un effet thérapeutique. Ils deviennent sujets de leur propre thérapie, mais en groupe. Mais en même temps, ils parlent de beaucoup d'autres choses, et notamment l'impact sur eux de ce couple, de cette famille Ewing. Ce vieux Ewing senior, cette vieille Madame Ewing senior, et leurs 3 enfants, l'aîné JR ou Ewing, l'aîné, le deuxième, je crois que c'est, j'ai oublié son prénom, mais c'est pas grave, c'est le plus fragile psychologiquement, mais celui qui est resté le plus attaché au travail de la terre, parce que ce sont des gens, ce sont des agriculteurs. Les malades ont perçu que ce sont des agriculteurs, qu'il s'agit d'un monde agricole dans un milieu limitrophe d'une ville qui s'étend et qui risque d'envahir cet espace agricole. Et les 2 fils aînés, le Benjamin, le plus jeune plutôt, le plus jeune et l'aîné, veulent effectivement la transformation de cette terre et la capitalisation de cette terre en s'offrant à l'urbanité expansive. Le deuxième était le seul résistant, et puis le vieux couple quand même. La maman allait avec son fils aîné, mais le vieux père était hésitant. Est-ce qu'il faut adhérer à cette modernité ou est-ce qu'il faut au contraire résister? Et les malades ont perçu ce questionnement
C'est pas parce qu'il porte un chapeau, c'est parce que le film est dessiné et filmé dans un univers de luxe et d'un confort extraordinaire qu'ils n'ont pas eux chez eux. Mais ils ont perçu la problématique de la ruralité, urbanité. Et eux, en tant que à 50%, à 40%, ils sont issus de milieux paysans. Et à 20% supplémentaires, ils sont issus d'un milieu d'origine paysanne. Émigrés à Tunis ou dans les environs de Tunis depuis pas très longtemps. Et donc, eux-mêmes étaient traversés par cette problématique. Et tout le monde disait, oh là là, mais si même des malades ont pu apprécier ce film, c'est que nous sommes le soft power, c'est vraiment extraordinaire. Fukuyama avait raison de dire The Last Man. Même dans les malades, même des malades en psychiatrie, sont aussi dans l'idéalisation du modèle américain. Non, pas du tout. Ils étaient dans la perception que le pattern fonctionnel de cette famille était le même pattern fonctionnel de cette ruralité, comment je dirais, paupérisée, précarisée et dont la valeur est stigmatisée. Alors, merci Monera. Alors, donc le deuxième schéma explicatif, c'est cette perception qui est analysée par Aziz Krishen dans son livre, j'ai oublié le titre du livre, peut-être que vous pouvez nous dire, dans son livre où il aborde le problème de l'agriculture et le problème de la paupérisation du monde rural. Donc comment faire un travail pour que le monde rural reprenne qu'il reprenne sa place? Comment faire? Ça, c'est une autre question, mais on peut y réfléchir quand même. Alors, ce qu'il y a, c'est que les parents, effectivement, ont parlé eux aussi, ils ont essayé de pousser, du fait de leur paupérisation, que la terre est devenue une terre, je m'excuse de dire les mots comme ça, mais parce que les malades le disent aussi. Est-ce que la mer, est-ce que la terre, est-ce que il y a une terre nourricière, une bonne terre nourricière ou une terre qui ne peut plus nourrir ses enfants. Et il faut la quitter, Et beaucoup de pères, beaucoup de vieux paysans, ils disent, oui, effectivement, nous poussons nos enfants, mais notre travail, le travail agricole, n'est plus un travail rentable, ne peut plus nourrir ses enfants. Et donc, il y avait cette problématique qui était au centre de ces débats. Et ces parents parlent donc de leur contribution active à transmettre à leurs enfants le rêve d'échapper au monde rural pour retrouver une liberté, un devenir désirable dans le monde urbain. Mais il s'avère qu'il s'agit d'une représentation embrouillée de la liberté. Celle que Georges Semmel, déjà en 1900, c'est-à-dire quand il y avait des paysans français et allemands qui quittaient la terre, le monde rural, allemand et français, pour aller dans la ville. Donc c'est en 1900 que le sociologue Georges Semmel écrivait « C'était une liberté, oui, mais c'était une liberté qui libère de quelque chose au lieu d'une liberté qui libère pour quelque chose. » C'est une grande nuance. Décidément, donc là je suis en train d'arriver au dernier paragraphe, donc décidément dans les pays du Nord, comme pour les pays du Sud, nous voici à vivre dans un même monde, comme dit en accord avec Merleau-Ponty, ce monde où, comme nous l'avions suggéré avec notre ami Gilles Bibot, il nous faudrait une mobilisation transdisciplinaire et transculturelle pour en penser ensemble la transition. En ce temps de crise et de mondialisation, d'ébranlement du symbolique et d'ébranlement des référents identitaires. Alors, dans cette transmission du rapport parent-enfant, il y a trois modèles. Le premier modèle, c'est celui qui est fourni. Dans les trois modèles, il y a toujours, bien sûr, le passage dans la métamorphose, dans l'allégorie de Nietzsche, le passage de l'esprit chameau à l'esprit lion. L'esprit lion, c'est-à-dire c'est l'esprit qui conquiert le droit de dire non et qui dit non à celui qui le méprise, qui dit non, ça suffit, et qui se révolte. Maintenant, est-ce qu'il s'agit d'une violence qui répand cette violence par une violence? Mais est-ce qu'il s'agit d'une violence révolutionnaire ou d'une violence aussi destructrice? Et là, il y a une différence. Et là, c'est Frantz Fanon que j'articule personnellement avec Nietzsche
pour expliquer la possibilité d'une violence révolutionnaire qui est inscrite dans l'histoire, qui n'inscrit pas dans la destruction, mais qui inscrit le processus dans le cadre d'un processus historique. Alors, que dit Fanon? C'est dans En 5 de la Révolution algérienne, prenons comme modèle la Révolution algérienne, il dit, alors, avec l'arrogance de trop, je reprends Nietzsche, l'arrogance de trop, le père finit par ne plus idéaliser son patron, il obéit, il se soumet, mais c'est une soumission non plus avec idéalisation comme elle était avant, mais c'est une soumission avec un ressentiment, avec un profond ressentiment. Et par rapport au fils qui veut, ou à la fille qui veut se révolter à sa place, il leur dit non, faites attention parce qu'ils sont encore trop forts. Mais le fils ou la fille dit à partir de certaines observations, je suis sûr qu'il a et de certaines discussions avec des moudjahidines, il dit, le fils et la fille, elles disent au père, elles ne disent pas non au père, elles disent, nous avons choisi autre chose, nous avons choisi d'aller dans le Jbel, nous avons choisi de lutter contre cette violence de celui qui nous persécute et qui te persécute. Mais il dit, dans cette situation-là, il n'y a pas de rejet du père. C'est-à-dire que même si j'ai intériorisé au départ de voir mon père aussi faible et aussi soumis, intériorisé une image négative et stigmatisante de mon père, là, à partir du moment où le père se réveille et il dit « Vous avez raison, mais attention, ils sont trop forts, il faut se soumettre stratégiquement maintenant ». Là, il dit, il ne dit pas au père, il réinstitue le père, mais il le réinstitue sans lui obéir d'une façon soumise, sans être soumis au conseil du père. Et il dit, donc sans rejet du père, sans rejeter le père, il prend sa décision et il monte dans le Jbel. Et il dit, le dialogue va s'instaurer entre le père et le fils, le père et la fille, dans un second temps, où il va s'apercevoir de lui-même qu'entre mourir en tant qu'esclave, en tant qu'homme chameau, en tant qu'esprit chameau, ou risquer la mort, dans cette violence révolutionnaire, il vaut mieux choisir d'aller dans la violence révolutionnaire. Voilà un peu le schéma de Nietzsche, articulé sur Fanon, ou le schéma de Fanon articulé sur Nietzsche. C'est-à-dire que dans ce cas-là, c'est une violence qui est une violence révolutionnaire qui s'inscrit dans l'histoire, dans l'historicisation de la problématique. Elle implique un dialogue père-fils, père-fille et père-fils-fille, et vice-versa. Et elle est structurante, c'est un processus structurant et historicisant. C'est un processus historicisé et historicisant. Par contre, il y a deux autres types de violences qui sont des violences vraiment terribles. J'ai une observation de quelqu'un qui était prêt à faire un attentat dégueulasse. Mais j'ai l'observation aussi de Roberto Saviano, ce romancier italien qui a fait ses premières études sur la mafia et sur la Camorra et qui a risqué sa vie en faisant ces études-là. Et puis dans son dernier ouvrage qui s'appelle Perennas, il a fait un projet assez romancé sur une bande, comme on commence à en voir aujourd'hui, une bande à Naples, une bande ils appellent la bande, enfin j'ai oublié le nom, non, le nom, mais c'est une bande, ils les appellent les baby gangs. C'est des jeunes, à partir de l'âge de 10 ans jusqu'à 17 ans, qui se sont organisés en bande pour remplir le vide quand il y a eu des grands de la mafia napolitaine qui ont été mis en prison. Et là, ils ont trouvé un vide et ils ont pris une place. Et voilà ce que ces jeunes disent. C'est extraordinaire, la façon avec laquelle ils ont cette révolte. Et pour eux, le Dieu, c'est le Dieu argent. Hein. Alors, le travail, c'est pour les tocards et les esclaves. Et puis, nous, on gagne de l'argent en 3 heures, ce que mon père gagnait en un mois. Moi, je gagnais chacun de nous, de la Batanza, de la bande, des baby gangs, gagne en 3 heures
ce que son père trime pendant 1 mois pour gagner. Un autre dit, ils ne craignent, alors il parle d'eux, ils ne craignent ni la prison ni la mort, mais une vie ordinaire comme celle de leurs parents. Alors, devenus féroces, c'était pour eux la seule manière d'être pris en considération par ceux à qui ils inspiraient la crainte et le respect. Semer la zone et en profiter. Désordre et chaos. Pour une règle sans principe. Ils vont croire que nous sommes des gosses. On a ça, nous. Et ça aussi, de la main droite. Enfin, vraiment, c'est une violence terrible. C'est une violence terrible qui s'installe. Et malheureusement, moi, je pense qu'au début, quand j'ai lu ce livre, Piranhas, j'étais un peu choqué. Je disais, comment on peut écrire tout ça? Ça donne un exemple. Et puis, en fait, non, parce que je vois actuellement, en Tunisie, dans les banlieues, les prémices de quelque chose de ce genre. Les prémices de quelque chose de ce genre, de gens qui disent, mais papa, en 3 heures, je vois son portefeuille, il voit le portefeuille de son père et tout, il dit en 3 heures, qu'est-ce qu'il a gagné? Qu'est-ce qu'il t'a apporté? Il dit à sa maman. Moi, ce qu'il a gagné en 1 mois, moi, je te l'apporte en 3 heures. Ou plus même, je te l'apporte. Alors, c'est l'auteur maintenant qui parle, il dit une forme de capitalisme sans âme, qui autorise assez de détachement pour faire des affaires sans scrupules. Je crois que du côté des multinationales, comme disent certaines personnes, ils ont pris le modèle. C'est un peu vraiment un capitalisme sans âme pour faire des affaires sans scrupules. Et la deuxième forme, c'est une forme. Et dans cette première forme, comme c'est la deuxième forme, on est dans un discours d'un récit, soi-disant historique, mais d'ordre de ce que Blumenberg appelle le récit mythologique, lorsqu'il a fait un livre qui s'appelle Préfiguration, quand le mythe fait l'histoire. C'est un récit pseudo-historique, parce que c'est un récit mythologique, mais qui est inscrit dans une façon de faire comme une histoire, et qui fait que ce qu'on a préfiguré, on le fait, on le réalise. C'est pour ça que c'est une préfiguration. On se raconte une histoire un peu mythique, et on a l'impression que cette histoire va se réaliser, qu'on est en train de la réaliser. La deuxième, c'est celle de l'engagement. Moi, j'ai une observation très très belle, mais je vous la résume très vite. C'est un jeune Tunisien qui était étudiant en Allemagne et qui, la première année, il a fait ses études assez sérieusement, il a appris l'allemand comme il faut et tout. Il a commencé même ses études supérieures. Et la deuxième année, il était un peu dans l'errance. Alors, il a rejoint un groupe d'errance avec la drogue, et puis avec l'addiction, et puis après, il a été pris en charge par un groupe de salafistes. Et puis sur ce, il rentre à l'hôpital psychiatrique, et à l'hôpital psychiatrique, on prévient ses parents, et les parents vont en Allemagne et le ramènent en Tunisie. Quand il le ramène en Tunisie, il n'a pas été voir un psychiatre, il a arrêté son traitement, il était assez bien stabilisé, donc ça va. 3 mois après, il fait une rechute où il a commencé par exiger de sa maman qu'elle porte le voile, elle a porté le voile. Il a commencé à exiger de sa sœur aînée qu'elle porte le voile, et la sœur aînée n'a pas voulu. Et il a failli la tuer. Là, la mère a peur, et là, elle consulte un psychiatre. Alors, il va de psychiatre en psychiatre. Tant qu'il prend les médicaments, ça va, ça s'améliore, et ça va, ça se stabilise, ça se tasse. Puis un jour, il n'a plus pris de médicaments. Il n'allait plus voir des psychiatres. C'était de 2000, je crois qu'il est resté 3 ans. 2 ans ou 3 ans, mettons 2 ans, sans prendre aucun médicament. Et la maman me disait, mais il était très bien. D'ailleurs, on l'appelle Cheikh. Il fait ses études de théologie à la nouvelle faculté Zaytouna. Il fait ses études de théologie pour devenir imam. Il fait déjà l'imam
dans une mosquée du quartier. Il s'est même marié. Et là, sa femme est de la même mouvance que lui, mais elle ne portait pas le niqab, il lui a obligé de porter le niqab. Alors, ce qu'il dit de son père, lui, il dit, mon père, moi, c'est pas mon père, moi, je suis comme Sayyidina Isa. Je suis né dans le ventre de maman, de façon comme ça, spontanée, mais mon père n'est pas mon père. Il a appris à ma sœur d'être arrogante et d'être religieuse et de ne pas respecter le Coran, de ne pas respecter la religion. Voilà. Donc, il était une hostilité mais terrible vis-à-vis de son père. Une autre fois, il a failli tuer son père, effectivement. Et la maman ne bouge et ne fait quelque chose que lorsqu'il est à la limite d'un acte médico-légal. Il a été hospitalisé 4 ou 5 fois à l'hôpital Rassi. Bon, en tout cas, pendant 2 ans, il allait très bien, il allait apparemment très bien. Et puis un jour, on ne le retrouve pas. Et sa femme téléphone à ses parents pour leur dire, mais il n'est pas rentré. Et le papa, la maman sortent, alarment leurs copains, leurs amis de famille, les gens qu'ils connaissent un petit peu plus ou moins à l'intérieur, parce que chacun connaît quelqu'un. Si ce n'est pas directement, c'est indirectement. Et au 3e jour, il découvre qu'il était en prison. Il était en prison pourquoi? Je ne sais pas si quelques-uns parmi vous ont entendu parler d'un événement intéressant en Tunisie, du temps de Marzouki aussi, tout le temps où Marzouki était président de la République. Il était en prison pourquoi? Il était en prison parce qu'il a été, il est entré dans l'église orthodoxe. L'avenue de Paris, je crois que c'est l'avenue Mohamed Khams. Il est entré dans l'église orthodoxe. Il a obligé le curé de mettre lui-même des sacs en plastique noirs sur les croix. Et puis il lui a dit, vous allez payer dire, ou bien devenir musulman, sinon là, je vais brûler toute la boîte. Il contacte la police, discrètement, et de temps en temps, il fait semblant il rentre dans son, soi-disant pour aller aux toilettes, comme ça, et il téléphone. Et personne ne répondait. Pour vous dire, hein, c'est quelqu'un. Personne ne répondait à ce monsieur, et même quand il a pu toucher quelqu'un, personne n'est venu. Il a fini par téléphoner à l'ambassade de Russie à Tunis. Et c'est l'ambassadeur de Russie, c'est pas l'ambassadeur de Russie. L'ambassadeur de Russie téléphone, qui est de droit au ministère des Affaires étrangères russe, lequel informe Poutine, et c'est Poutine qui téléphone à Marzouki en lui racontant l'histoire. Vraiment, c'est le monde fragmenté comme ça, fragmentaire comme ça. Et c'est comme ça, à ce moment-là, qu'il y a eu des policiers qui ont été sauvés pour sauver le curé et pour sauver l'église aussi parce qu'elle risquait d'être brûlée, d'être incendiée. Et alors, à ce moment-là, ils l'ont mis en prison, directement en prison. Voilà. C'est dire, s'il vous plaît, est-ce que vous pourrez terminer pour qu'on puisse un peu débattre parce que le temps est passé là largement. Là pour vous dire, voilà que c'est entre les enfants de Saviano, entre les enfants de Saviano et ce jeune Tunisien, c'est le même processus d'image stigmatisante et stigmatisée du père, d'un mauvais père, le même attachement très important à la mère, mais c'est la mère qui est la référence, et une violence qui, avec une intériorisation d'une image négative du père. Dans un cas, c'est pour être proche de l'argent Dieu. Dans l'autre cas, c'est pour être proche, quand il fait son attentat, pour être proche de la proximité d'Allah en tant que shahid. Voilà. Et est-ce que je crois qu'il faut réfléchir à cette situation de transition qui ne peut pas durer aussi longtemps quand même. Parce que sinon, on est au bord d'une fragmentation et d'une violence de plus en plus et qui vient de tous côtés, qui viendrait de tous côtés. Voilà, je termine là. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. C'est dire. Je vous ai écouté avec énormément d'intérêt. Vous nous avez apporté. Vous m'entendez? Là, je vous entends. Là, vous m'entendez? Vous pouvez répéter? Je dis, je vous ai écouté avec beaucoup d'intérêt.
C'est vraiment une belle conférence. Merci. Pendant que vous avez parlé d'Ibn Khaldoun, j'ai pensé effectivement à d'autres exemples sur justement l'imitation du vainqueur qu'Ibn Khaldoun a raconté. Tout d'abord, à propos de la langue, il a dit que dans les plaines tunisiennes, les Banu Hillel et les Hawara se sont mêlés, ayant le même genre de vie. Et les Hawara, berbères, n'est-ce pas, ont abandonné leur langue pour la langue du vainqueur. C'est carrément dit de cette façon par Ibn Khaldoun. Et il donne un autre exemple de la force du vainqueur dans le cas de l'Andalousie, où il dit que les Andalous imitent le mode de vie des vainqueurs en faisant reproduire des images sur les murs de leur maison. Vous voyez, deux remarques qui m'avaient frappée, qui sont vraiment très belles sur le thème de l'imitation du vainqueur. Oui, c'est lorsqu'il a été en ambassade, je crois que c'était en 1362. Oui. Il était en ambassade. C'est Pierre le Cruel. Envoyé par le roi de Grenade, de Granada. Il était en ambassade auprès de Pierre le Cruel, qui était devenu. Pierre, voilà. Le roi de Séville. De Séville, c'est ça. Et il avait trouvé là un ancien médecin de Grenade qu'il connaissait bien, qui connaissait sa famille. Il ne connaissait pas Ibn Khaldoun, mais il connaissait la famille d'Ibn Khaldoun. Parce qu'Ibn Khaldoun est originaire de Séville. Et oui. Alors, c'est intéressant parce que il voit des populations musulmanes qui sont à côté de ces Galiciens, qui sont les sujets du roi de Séville. Et il les voit reproduire la façon de s'habiller, la façon de reproduire le genre de vie, de décorer leur maison. C'est ça. De leur maison avec des figures humaines, la façon avec laquelle ils décorent leurs ateliers. Il dit c'est un signe avant-coureur, c'est un signe qu'ils sont déjà dans la mimésis du vainqueur, et donc ils annoncent la victoire complète du vainqueur. C'est ça, je crois. Hein, oui, c'est exact, c'est ça. Comment? J'ai dit c'est exact, c'est ça ce passage, c'est ce passage-là où il parle justement de cette mimésis comme concernant le problème de l'abandon de la langue berbère pour l'arabe. Oui, d'accord. Bien. Ben, écoutez, je ne vais pas monopoliser la parole. Mahmoud et moi, je voulais apprendre de vous, Alla Mounira, parce que vous êtes la spécialiste de Ibn Khaldoun, l'une des grandes spécialistes. Un petit peu, oui. Un petit peu. C'était un plaisir, en tout cas, de vous entendre en parler. Mais je dois vous dire aussi que concernant le livre de Russell Banks que vous avez cité, il y a un livre d'Amin Maalouf qui serait très intéressant à lire et qui s'appelle Les Désorientés. Dans ce roman, Amin Maalouf raconte l'histoire d'un retour à Beyrouth et d'une rencontre avec ses anciens camarades de jeunesse. Et il raconte justement cette crise qui commence en 2019 avec justement ce que vous avez dit tout à l'heure, pas en 2019, en 1979, hein, avec l'avènement de Reagan et avec l'avènement de Thatcher et tout ce que ça provoque comme conséquence sur les pays du Sud. Lui parlait surtout un peu de ce que Fukuyama, dans son premier livre,
la fin de l'histoire, dans lequel il disait maintenant la planète va devenir un village mondial où on circule en toute liberté, mais il omet de dire que ne circulent en toute liberté que les gens du Nord. C'est à ce moment-là que les visas ont été mis en place partout et où, au contraire, les gens du Sud n'avaient plus le droit de circuler. Vous m'avez entendu? Non? Pourtant, le micro n'est pas coupé. أنا ما اسمعهاش مليح. ما سمعتنيش بالكدا. نسمع شوية ما نسمعكش مليح. Bah, mon micro est ouvert, je ne sais pas ce que je peux faire. Hein. Si Mahmoud, est-ce que vous voulez intervenir? Allô, allô? Mahmoud, est-ce que tu voudrais intervenir? Allô? Oui, Allô? oui, Mahmoud. Je ne vous entends pas. Allô? Oui. Allô? Oui. Allô? نسمع oui. تسمع؟ نسمع شوية oui. Allô? نسمع. Oui. Merci beaucoup pour cette présentation extrêmement riche. Je pense que vous avez dû la faire en ayant à l'esprit la Tunisie aujourd'hui. Oui. Que vous suggèrent les derniers événements qui marquent la scène tunisienne en relation avec votre analyse Némésis? Parce que vous avez parlé du monde, mais je pense que vous aviez aussi en arrière-fond la Tunisie de ces dernières années. سي محمود سامحني، كان تحل الكاميرا نتاعك باش نراوك. تسمع فيا سي محمود؟ Active le... Voilà. Ouais. جست بقى حل الميكرو سي محمود. سي بون. Oui. Vous m'entendez? تسمعني سي صديق؟ نسمع فيك تو. بارك الله فيك. حبيت نشكرك على المقدمة هذه ثريئة جدا. وفي الوقت بيدو je voulais vous interroger parce que vous n'avez pas fait cette conférence en ayant simplement le monde comme scène, mais vous aviez sans doute aussi la Tunisie comme scène. Que vous suggère la Tunisie d'aujourd'hui en relation avec le propos que vous venez de nous présenter? Est-il hors le propos ou est-il en plein dans votre propos?
Tunisie d'aujourd'hui, la Tunisie d'aujourd'hui, c'est une Tunisie où il y a un débat fragmenté. C'est une Tunisie fragmentée. الرجوع للقبلية الجهويات القبلية شو بدي معناها c'est vraiment il y a une absence de débat, de vrai débat. Est-ce qu'il pourrait y avoir un comité de réflexion? Moi, à un moment donné, je vais vous dire quelque chose. À un moment donné, je me suis proposé à titre gratuit de faire un travail avec un collègue, un jeune collègue, de faire un travail de dynamique de groupe avec les prisonniers pour actes terroristes. Pour comprendre un peu. Parce que, et c'est à partir de patients qui m'ont décrit un peu comment ils vivent dans la prison que j'ai eu l'idée d'aller demander au ministère de l'Intérieur s'ils veulent financer ou ne pas financer, mais moi je donne des frais vraiment courants et qu'on puisse faire des dynamiques de groupe, une séance une séance par semaine sur 3 mois, pour des prisonniers pour actes terroristes ou pour accusation d'actes terroristes. Et pour des prisonniers pour accuser, parce qu'il y a 3 groupes, ce qu'on m'a dit dans la prison. Il y a le groupe de ceux qui sont là pour actes terroristes ou pour terrorisme. Il y a ceux qui sont là pour une affaire de drogue, et puis il y a les autres. Et ceux qui sont pour une affaire de drogue quand ils sont jeunes sont parfois obligés de se réfugier auprès du groupe salafiste, du groupe qui se dit religieux, qui a une mythologie d'un discours religieux, qui a un discours religieux mythologique. Et ils trouvent refuge effectivement auprès d'eux, parce que sinon c'est une vie très difficile en prison. Hein. Les prisons sont surchargées et il y a des prisonniers. Il y a ce qu'ils appellent le criminel, lui, le jeune que j'ai eu à suivre. Il me dit, c'est la loi un petit peu sauvage, c'est la loi de la jungle. Parce que, je m'excuse d'avoir à le dire, mais il dit, lui, que même les gens qui sont surveillants de prison confient l'autorité à l'un de ces bandits. Et donc, quand on est jeune et qu'on est tout le temps comme ça, secoué, agressé, même agressé physiquement, même avec des tentatives de viol, même ce que vous voulez. C'est des choses terribles. Alors, auprès de qui ils peuvent se réfugier? Eh bien, malheureusement, ils ne peuvent se réfugier que dans le groupe compact de ceux qui sont engagés dans un récit mythologique mystique. Et c'est comme ça qu'en France, comme ici, parfois ils sont recrutés. Bon, les jeunes que j'ai eu à suivre, ils sont sortis, mais il y en a d'autres qui ont pu. Et en France, je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont été recrutés de cette façon-là, à travers la prison. Ils sont en prison pour une affaire de drogue ou pour une affaire de quelconque, pour un petit crime. Et puis ils se retrouvent en prison, dans une loi de la jungle, et le seul salut, c'est d'être dans une masse, dans un groupe qui joue une fonction contenante, une fonction protectrice, une fonction presque maternelle, je dirais. Et malheureusement, je ne sais pas pourquoi, le seul qui était sensible à ce projet, c'était un ministre de l'Intérieur qui est resté 3 mois, je crois, le ministre de l'Intérieur. Je sais pas comment il s'appelle. Celui qui dirigeait la Haras al-Watani Iqbal. Le seul qui était. C'est-à-dire qu'on ne vous laisse pas travailler. On ne vous laisse pas explorer ces champs-là. Parce que si on vous laissait explorer ces champs-là, parce que, écoutez, quand on fait une dynamique de groupe avec des gens, le même groupe, pendant une fois par semaine, avec une liberté complète de parole, une liberté malheur complète, sans aucune censure, sans aucun jugement, sans aucune exclusion pour les jeunes, je peux vous assurer qu'au bout de 2 mois, au bout de 6, 8 réunions, les choses changent, les choses bougent en chacun. Et les choses peuvent changer. Et non seulement ils peuvent changer chez ces personnes-là, mais on peut aussi avoir une idée du mécanisme, des maniements des idéologies qu'il y a derrière ça, et de la façon avec laquelle on recrute des gens comme ça, de la façon avec laquelle on trempe des gens comme ça.
Actuellement, il y a plein de sujets, y compris les gens, maintenant, les arcs, qui brûlent, entre guillemets, qui brûlent et qui se brûlent, ou qui se noient. Ils se brûlent ou ils se noient. Ces gens-là, il faut qu'il y ait une structure qui permette, moi je pense qu'il faut qu'il y ait un organisme qui puisse regrouper ces jeunes et voir qu'est-ce qui fait qu'ils partent comme ça, qu'ils vraiment risquent leur vie à tout moment, et que quand ils sont sauvés, et que même quand ils arrivent en Italie, ils sont de façon légale ou pas légale, mais certains d'entre eux sont rapatriés en avion à partir de l'Anfida, à partir de l'aéroport d'Anfida, de façon illégale d'ailleurs. Je ne vois pas comment on accepte ces illégalités, mais enfin, on accepte. La Tunisie accepte ça. Il y a quand même des jeunes qui arrivent en Italie, après beaucoup de risques, ils reviennent par petit avion à partir de l'aéroport de l'Anfida. Ben, réunir ces gens-là, trouver une structure, réunir ces gens-là, avec une dynamique de groupe, une fois par semaine. Les sociologues peuvent être formés à ces dynamiques de groupe. Des psychologues peuvent être formés à ces dynamiques de groupe. Il faut qu'il y ait des réunions pendant un certain temps où les gens peuvent vivre une autre dynamique, peuvent pouvoir exprimer une autre dynamique, et à partir de cette dynamique-là qu'on peut faire changer les choses. Écoutez, dans l'hôpital dont je vous parlais, qui parlait des Wing, de la famille Wing, c'est des malades à 60% psychotiques. Vous savez ce que c'est que la psychose? C'est la souffrance la plus fondamentale que l'homme puisse vivre. Bon, certains sont paranoïaques, d'accord, mais d'autres sont schizophrènes, c'est-à-dire ils vivent la dissociation même. Et pourtant, pour ces réunions, ils arrivent à ce que les choses, au départ fragmentaires, puissent se relier à d'autres fragments, des fragments qui se relient à d'autres fragments, et puis il y a une dynamique de groupe qui fait que le groupe a une fonction contenante, et à travers cette fonction contenante, le groupe peut faire évoluer la façon de penser, la façon de percevoir les choses, parce qu'il va réveiller beaucoup de facteurs anciens qui n'ont pas été barrés. Et il peut vraiment faire sortir beaucoup de choses, il peut vraiment s'autonomiser. Je vous dis, écoutez, j'ai un film, si vous voulez le voir un jour, vous le verrez, il y a un film où la majeure partie des malades sont des psychotiques, et pourtant, ils sont là à faire de la musique, à chanter, etc. etc. Mais ça, c'est un travail qui demande à ce que ces patients puissent avoir une liberté de parole dans le cadre d'une dynamique de groupe, mais qui se fait régulièrement, une fois par semaine, 2 fois par semaine, 3 fois par semaine, ou même une fois par semaine régulièrement, mais régulièrement sur une longue durée. Voilà. Merci beaucoup, professeur. En tout cas, le projet que j'ai fait a été nul. Il y en a un vieux contre le seul, Brahmi, qui m'a téléphoné pour me demander. Il voulait des éclaircissements. Et au moment où j'allais le voir, d'abord, il m'a donné rendez-vous, pas au ministère de l'Intérieur, il m'a donné rendez-vous ailleurs. Mais au moment où le rendez-vous allait être fixé, il a disparu de la circulation, il n'était plus ministre de l'Intérieur. Par le jeu politique tunisien. Merci beaucoup. Tout à l'heure, c'est Mohamed Karo m'a présenté en me disant que j'ai un volet politique. J'ai un volet politique, c'est-à-dire au niveau le politique, pas la politique. Oui. Je suis politique dans le sens du politique et non pas de la politique. Je crois que c'est comme ça qu'on peut prendre une certaine distance pour voir les choses. Mais je crois que personne ne peut trouver une solution tout seul. Je crois qu'il faut qu'il y ait des groupes de réflexion. Et le symposium que nous proposons, Gilles Bibo et moi, et je crois que vous, en tout cas pour le moment, Madame Mounira Chapouto a donné son accord pour y participer. Si Mohamed aussi doit y participer. Ce que nous proposons pour ce symposium qui aurait dû se faire l'an dernier, mais enfin, qui aurait dû se passer en mai dernier, mais avec le Covid, on a été obligé de le reporter. J'espère qu'on pourra le faire. Il s'appelle Transition. Il porte sur la réflexion de cette transition. Sommes-nous à la fin avec une époque, dans une nouvelle étape de la même période historique, ou sommes-nous à l'orée d'une nouvelle période historique, auquel cas il faut s'attendre à des bouleversements beaucoup plus importants?
Oui, mais pour les bouleversements, nous sommes gâtés. On n'arrête pas. Est-ce que cette Tunisie de 2020 ressemble à ce que la Tunisie était avant, à la Révolution? Non. Tout est bouleversé. Vous m'entendez? Oui, oui. Mais je crois quand même que c'est des symposiums comme ça, on peut les faire. J'ai pu faire beaucoup de symposia comme ça, personnellement. On peut les faire parce que parce que finalement, quand on est dans le politique et non pas dans la politique, personne ne s'intéresse à vous. Hein. Oui. Et on peut passer à travers la trame. Hein. On peut passer à travers la trame et puis tout dépend des gens qu'on invite. Il faut inviter des gens qui réfléchissent là-dessus. Et la dynamique de groupe des conférenciers eux-mêmes, quand on est là à vivre ensemble pendant 3 jours, elle-même, elle contribue à faire évoluer les idées, à faire qu'on se rapproche. À partir de cultures différentes et de spécialités différentes, fait qu'on se rapproche. Et généralement, pour ces symposia, quand ils sont publiés, j'en ai 2 seulement qui sont publiés, 3 qui sont publiés. Généralement, les participants leur demandent de réécrire leur texte. Parce que quand ils réécrivent leur texte, ils tiennent compte de toute la discussion, de toute l'ambiance qu'ils ont vécue pendant le symposium. Et donc, quand ils réécrivent leur texte, ce n'est jamais la première version qu'on publie. C'est toujours une version reprise et qui fait qu'il y a des entrecroisements. Et ce sont ces entrecroisements qui sont importants. Merci beaucoup, c'est-à-dire, c'était un plaisir de vous écouter. Oui. Et en réalité, même quand vous parlez du Nord, étant donné toutes les résonances par rapport à ce fameux Sud auquel nous appartenons, nous les voyons. C'est ça qui est passionnant en réalité. Au fur et à mesure que vous parliez, même si je ne suis que médiéviste, vous voyez, j'ai quand même lu Fukuyama, j'ai lu ses auteurs et j'ai suivi. Nous sommes tellement victimes actuellement de cette mondialisation que nous ne pouvons que nous informer pour mieux comprendre dans quel monde nous vivons. Et c'est la raison pour laquelle votre conférence me paraît particulièrement intéressante et qui, c'est vrai, nécessite un peu la réunion de plusieurs spécialistes, parce que chacun y trouve une résonance dans sa discipline. Merci et au plaisir de vous réécouter une autre fois, Inch'Allah. Merci beaucoup. Il y a une question. Il y a quelqu'un dans la salle? Vous avez une question? Laïla, quel plaisir! Écoute, c'est fantastique ça! Mais attends, donnez-lui un micro que je l'entende. Qu'est-ce que tu vas entendre? C'était un plaisir d'écouter Sidi Khaled dans cette conférence pluridisciplinaire en fait. Hein. Oui, oui. Quand on parle de Ibn Khaldoun, c'est quand même un fait pas très courant. Merci. Merci beaucoup. Il y a Laïla. Il va falloir qu'on s'appelle et qu'on en discute hein, de ta conférence. Je l'ai programmée, je t'avertis, en mars. C'est-à-dire, cette mondialisation, on en parle beaucoup. Aujourd'hui, on est en train de remettre en cause cette mondialisation. La mondialisation elle-même est remise en cause aujourd'hui par les Américains eux-mêmes. Ben oui, heureusement. C'est ce que dit Stiglitz. C'est ce que dit Piketty. C'est ce que dit c'est ce que dit encore Saskia Sassen, qui a étudié, elle, les pays globalisés, d'abord. Et quand elle a étudié ces programmes, c'est quelque chose de très pernicieux. Hein. Si vous voulez, on peut se demander si ce n'est pas elle qui avait écrit ça, si c'est un Tunisien qui dit ça, on
va dire, les parano. Parce qu'elle dit que ces programmes, organisés depuis l'année 80, pour les pays du Sud global, c'est pas du Sud, c'est le Sud global, ces programmes ont été faits de façon, et puis après, de 1980 à 1990 par FMI et Banque mondiale, et puis à partir de 1990 est entré en jeu l'OMC. Et elle dit dans les stratégies, dans les exigences de l'OMC, de l'Organisation mondiale du commerce, cela consistait à favoriser le surendettement du pays, c'est-à-dire qu'il a été favorisé, de même que favoriser la privatisation. C'est exact, oui. C'était comment favoriser le surendettement du pays, de l'État, et en même temps préparer à ce que les terres agricoles. Moi, je ne pensais pas que pour la Tunisie, c'était parce que c'était plus sensible pour des pays d'Afrique centrale et pour les pays et pour le Soudan, surtout pour le Soudan, de façon à rendre ces terres achetables et vendables dans le marché international, sur le marché financier international. C'est-à-dire que ça peut être un Qatari qui vient. Mais un Qatari, il fait partie du lobby. Dieu nous garde. Mais le Saoudien peut être quelqu'un un représentant d'une multinationale ou à travers son financement, il participe à telle ou telle multinationale. C'est-à-dire c'est faux tout ce que... Et actuellement, moi je pense que s'il y a une solution vraiment, s'il y a un mouvement à faire, un mouvement d'idées à faire, peut-être il faudrait demander à Aziz Krichel qu'est-ce qui fait qu'il pense tout ça, la ruralité qui a été dépréciée, qui a été dévalorisée pendant des siècles. À l'époque, il y avait René Dumont, qui était le seul géographe et économiste, je crois, c'est Mahmoud qui était venu parmi les experts qui étaient venus pour voir l'expérience de Ben Salah et de Bourguiba à l'époque, et pour l'agriculture, et c'est lui qui les a beaucoup choqués, parce qu'il a été, je crois que j'étais dans une région de Kasserine, et il a été demandé un petit couteau, il a enlevé Au micro aussi, c'est-à-dire, micro. Il a cueilli une raquette de Hindi. Il a commencé à enlever les chocs, les épines. Et puis, il a mis ça, comme il y avait quelqu'un qui avait un canon pour faire le thé, il a mis ça sur la braise. Il a mis ça sur la braise pendant un certain temps. Puis, il s'est retourné vers... c'est l'histoire qu'on raconte, hein, c'est peut-être du mythologique, parce que Ahmed Ben Salah n'est plus là pour pouvoir en témoigner ou récuser. Et il se serait retourné, en tout cas, vers des responsables, pour qui il était expert, il était pris comme expert, il leur a dit, vous êtes en train d'enlever, y compris ces de Hindi. Or, il arrivera peut-être un jour où ce serait la seule chose que cette population pourrait trouver pour manger. Bien sûr, il a choqué tout le monde. Je crois qu'il n'a plus été revu comme expert. Mais il est connu un petit peu pour soutenir l'agriculture. Il était connu pour quelqu'un qui était contre le mythe de l'industrialisation à outrance. Une industrialisation qui se fait avec une sous-valuation à partir de la plus-value que devait prendre l'agriculteur. La plus-value que devait prendre l'agriculteur va pour favoriser l'industrialisation et l'urbanisation. Je crois qu'il est temps maintenant de dire, arrêtons de vouloir construire des usines si on veut le développement de Kasserine ou si on veut développer la région de Nafta ou la région de ceci, on va construire une usine là-bas. Arrêtons ce jeu parce qu'il faut parler un langage de réalité et dire, attention, les denrées alimentaires pour l'autosuffisance, en Europe, elles sont subventionnées pour que l'Europe garde son autosuffisance. Et actuellement, la Syrie commence à souffrir, et le Liban, surtout la Syrie, commence à souffrir de l'embargo. Et Saddam Hussein a souffert pendant plus d'une dizaine d'années de cet embargo alimentaire, et qui faisait qu'il y avait un trafic embargo contre non, pétrole contre nourriture, c'était horrible. Donc il faudrait sensibiliser, penser à subventionner l'agriculture, et non pas laisser السبب بتاع القمح كيف عملناه أن السبب بتاع القمح تتلوح وإحنا نجيب القمح من تركيا. C'est quand même dégueulasse. Et laisser aussi السبب بتاع الزيتون, quand même la récolte d'huile aussi l'an dernier, se vendre à n'importe quel prix
parce que les petits paysans ont besoin d'argent pour fonctionner, quoi. Ont besoin, au moment de la cueillette d'olives, c'est là qu'ils ont besoin de rembourser des dettes. Et donc, ils sont obligés de vendre. Et donc, ça a été vendu à bas prix, l'huile de l'an dernier. Et voilà, même, autrement dit, même quand il y a une bonne production, on fait tout pour l'esquinter, pour le détruire. Je crois qu'il faut essayer de sensibiliser les gens au retour à l'agriculture. يا سيدي احنا نحبوا اسرائيل، يا سيدي نعملوا كيف اسرائيل. والله. إذا كان نحبوا نطبقوا مع اسرائيل، هتنعملوا كيف اسرائيل. Ça va pas tarder, ça. نعم. Le Maroc a gagné contre le Polisario en échange de la reconnaissance d'Israël. ايش مازلنا احنا 12 مليون حتى شيء. Là, mais je fais de la provocation, mais je dis simplement qu'il faut quand même réfléchir comment resensibiliser les gens au retour de l'agriculture, revaloriser l'agriculture. Il n'y a pas mille... il y a, au moment de la révolution... Bon, pour la révolution, je vous dirai une chose. C'est quand même... Il y a des gens qui disent que ce sont les services secrets américains qui ont fait la révolution, etc. Moi, je ne suis pas d'accord. C'est sûr que les services secrets agissent en analysant une trame et en jouant de la trame sociale. Mais n'empêche qu'il s'agit d'un mouvement révolutionnaire qui est parti de la campagne, quel que soit les X ou Y ou Z, qui est parti de la ruralité, qui a été jusqu'au Caire, qui a été plus loin encore, au Yémen et qui a été dans le nord de la Méditerranée, en Italie, en Grèce surtout, et puis qui a été jusqu'au Québec et jusqu'à Wall Street. Faut pas oublier. En novembre, j'étais invité à Montréal pour une série de conférences. Et à Montréal, j'avais eu à assister à une conférence qui était faite par Serge Halimi. Halimi, qui est le rédacteur en chef du Monde diplomatique. Vous savez quel était le titre de sa conférence? La révolution, l'élan révolutionnaire de Tunis à Wall Street. À Wall Street. Parce qu'il y a eu un mouvement qui n'est pas analysé de Wall Street. Il y a eu un mouvement qui n'est pas analysé du tout. Et c'est un mouvement où il y avait un gauchisme qui a fait en sorte qu'on a refusé la notion de leader. Et quand on refuse la notion de leader, n'est pas seulement quelqu'un qui est dans une instance de pouvoir, il peut être aussi dans une instance de savoir. Et c'est comme ça qu'a éclaté, d'ailleurs vous allez voir dans le mouvement de Wall Street, dans le Monde diplomatique, 2 ou 3 articles, vous allez voir comment, aussitôt qu'un leader émerge, on l'écarte, parce que sinon il va récupérer le travail. Alors que dans le mouvement Podemos d'Espagne, le mouvement Podemos a pu se structurer et même se faire représenter au Parlement européen de façon importante, non négligeable, parce que là, il y avait des leaders, parce que pour dynamiser un groupe, il faut qu'il y ait un leader, mais il faut que le leader, bien sûr, soit contrôlé, que l'on n'abuse pas pour prendre le pouvoir alors qu'il est là comme leader en tant qu'instance savoir et pas en tant qu'instance pouvoir. Vous voyez, moi je compare beaucoup ce qui s'est passé à Wall Street par rapport à ce qui s'est passé à Podemos, avec le mouvement Podemos en Espagne. C'est intéressant comme 2 modèles comparés. Mais en tout cas, le mouvement est quand même parti. C'est Hubert Védrine, qui est l'un des meilleurs ministres des Affaires étrangères et le plus cultivé des Affaires étrangères en France, qui avait dit la révolution tunisienne, c'est la première déchirure de la mondialisation. Et je crois qu'il a vu juste. C'était la première déchirure de la mondialisation. Maintenant, il y a des mouvements de résistance qui nous ont apporté ce qui est en train d'exister. Bien. Merci beaucoup. C'était vraiment passionnant. On pourrait continuer longtemps d'ailleurs, mais on reprendra certainement dans le cours de nos réunions un débat avec vous. C'est vraiment au cœur de nos préoccupations. Merci encore. Merci beaucoup. À vous. C'est العربي تحب تتكلم؟ صباح الخير. عسلامة. Bonsoir à tous et à toutes. Mais c'est dommage si c'est découpé, توا. C'était de 3h à 5h.